Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, je suis en présence d'Olivier de Parcevaux. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier, expert en marché financier et accompagné d'Alexis Trigot, qui est le directeur commercial sur la partie assurance vie chez Corum l'Épargne. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Avant de commencer, je vous rappelle pour ceux qui nous connaissent déjà et pour les nouveaux, mais c'est un avertissement qui est habituel chez Corum l'Épargne, rendement, capital, revenus et liquidité ne sont pas garantis. Donc voilà, donc ayez-le à l'esprit, parce que parfois on peut avoir des envolées de la part d'Olivier ou d'Alexis sur des projections de performance, mais sachez que voilà, les produits dont nous parlerons ce soir ne sont pas garantis, hormis peut-être le fonds euro, mais on n'est pas censé trop en parler ce soir. Nous vous proposons le déroulé suivant. Dans la première partie, quelle est la recette de la nouvelle formule Corum Life Rosetta? De quoi est-elle composée? Comment cette composition est ajustée pour saisir les opportunités? Donc, quels vont être les actes de gestion pour saisir ces opportunités? Et quelle perspective pour vous en tant qu'épargnant si vous décidez d'investir et si ce que l'on vous aura dit ce soir résonne de votre côté? Corum Life Rosetta, Pierre de Rosette. Alors, on va commencer par un petit moment d'histoire et après on parlera un peu plus d'épargne. Mais le petit moment d'histoire, la pierre de Rosette, c'est un fragment de stèle gravé qui porte une inscription en 3 langues antiques, dont les hiéroglyphes. J'espère que vous me suivez jusque-là. Et celui qui trouve le lien entre les 3 langues parviendrait à déchiffrer un message et rendrait possible la traduction des hiéroglyphes. Alors beaucoup ont essayé, sans succès. Et c'est M. Champollion qui est parvenu en 1822. Vous aviez la date, messieurs, j'en suis sûr. Oui. Donc en référence à Champollion, ce nouveau profil a été nommé Rosetta, montrer que la combinaison des 3 grandes classes d'investissement, et nous y reviendrons, peuvent contribuer à plus de performance. On va revenir on va aborder la recette de Corum Life Rosetta. Alexis, je me tourne vers toi et peut-être que tu peux nous rappeler l'histoire tout d'abord de Corum Life pour ceux, encore une fois, qui nous suivent depuis quelques années. On avait dit chez Corum, alors nous déjà ici, et puis peut-être d'autres de chez Corum avaient dit pas d'action. Reviens justement sur la genèse de Corum Life. C'est vrai, alors on continue effectivement un peu sur l'histoire. En 2020, on crée la compagnie Corum Life, déjà avec cette volonté de proposer une solution avec des contrats différents, à l'image de Corum, des contrats où il n'y a pas de frais de gestion, ça c'était vraiment le point de départ, et des contrats d'assurance vie dans lesquels on allait retrouver nos 2 expertises historiques, qui sont l'immobilier et les obligations. Et effectivement, on avait assez fortement insisté sur la volonté de ne pas avoir d'action parce que on voulait continuer à gérer l'épargne de nos épargnants en interne, en direct. Et on n'avait pas à ce moment-là l'action. Et on a changé d'avis, ça arrive, et c'est bien. Jamais dire jamais. Exactement. En tout cas, on peut évoluer et faire évoluer la gamme. Le Corum Life a 4 ans, mais a déjà connu des évolutions précédentes. Et Corum Life Rosetta vient poser, pour faire référence à ton cours d'histoire magistrale d'avant, une nouvelle pierre angulaire à l'offre Corum avec finalement une formule qui intègre les actions, mais qui les intègre à l'image de Corum. Je veux dire, avec beaucoup de modestie, Olivier va développer l'expertise et l'expérience de l'équipe qui va gérer cette partie action au complément du reste, mais c'est quelque chose que l'on propose de manière assez inédite et encore une fois à l'image de Corum. Donc pour viser un petit peu plus de performance. Exactement, c'est-à-dire qu'on a l'immobilier, on avait les obligations, on ajoute d'autres spécificités d'un point de vue obligation et on ajoute enfin, et c'est la nouveauté, les actions dans Corum Life Rosetta. On peut peut-être évoquer la complémentarité, même si Olivier y reviendra un peu plus en détail, la complémentarité entre ces différents piliers, donc l'immobilier, les obligations et les actions. La volonté initiale, c'était déjà de proposer un placement simple, compréhensible et pour vous, épargnants, de comprendre comment la performance de votre épargne était générée. L'immobilier, c'est assez évident. En tout cas, l'immobilier avec Corum, c'est des locataires qui payent leur loyer et en payant ces loyers font la performance de l'épargne immobilière. Ensuite, déjà depuis plusieurs années, on vous parle d'obligations et de l'expertise finalement historique de l'équipe. Et donc, c'est cette épargne en obligation, elle est rémunérée grâce aux intérêts que payent les entreprises dans cette dimension obligataire. Et la nouveauté, ce sont donc les actions. Et ces actions, la performance de votre épargne, elle est issue finalement de la croissance que vont finalement
rencontrer les entreprises sur le marché action. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces 3 dimensions qui permet de générer de la performance. Merci Alexis. Olivier, justement, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a dans Rosetta et dans le fond Rosetta et le profil? Tout à fait. Parce que Rosetta, c'est bien ça, c'est un profil. On va retrouver pour 20% de SCPI Quorum et puis pour 80% un mélange, une combinaison d'obligations et d'actions. Au sein de ces obligations, en fait, on a souhaité aller un peu plus loin segmenter un peu plus ce monde des obligations en 3 différentes catégories. La première, qui est celle qui est un peu là aussi l'historique de ce qu'on fait, c'est-à-dire les obligations en rendement, qui seront un peu le cœur aussi de la partie obligataire. Mais à côté de ça, on a rajouté 2 autres petites briques. Une qui sont des obligations à rendement intermédiaire, comme on le dit, et donc qui ont des caractéristiques et une sensibilité aux différents cycles économiques qui sera différente. Et enfin… Quand tu dis, pardon Olivier, je suis désolé oui. de te couper, quand tu dis sensibilité, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au cycle économique dont tu parles? C'est que ça va varier, ce que je veux ça dire, va évoluer plus fortement à la hausse comme à la baisse c'est que ça aura un comportement différent. Okay. En fait, voilà, c'est que selon, vu les spécificités de cette typologie d'obligation, eh bien, le comportement selon où se situe l'ANSIC sera différent des autres, notamment, alors on ira un peu plus, parce que ce sont des titres qui ont des maturités en général plus courtes. Voilà. Okay. Donc il y a d'un côté ces titres à maturité intermédiaire, et puis l'autre côté, et qui là est aussi une forme de nouveauté, ce sera les obligations les plus défensives, celles qui sont des obligations d'État. Donc les moins risquées. Les moins risquées, exactement. Et qui justement, et c'est là où on arrive sur la partie action, qui seront le complément idéal à cette poche action qu'on va introduire, qui représentera entre 15 et 25% du profil, et qui aura l'intérêt justement d'apporter une dimension de prudence et de stabilisation par rapport à Pardon, mais ça va contrebalancer finalement le yo-yo que peut faire le marché action. Exactement, parce que c'est vraiment un des intérêts de cette formule. Alexis, on a commencé en parlant justement aussi de recettes. C'est qu'au-delà du fait qu'on va pouvoir jouer en fonction de nos anticipations, puisque le point clé, c'est que de la même manière que pour notre épargne immobilière et pour l'épargne en obligation jusqu'à présent, eh bien, une de nos caractéristiques de gestion, c'est vraiment d'adapter nos portefeuilles au grand cycle économique, de prévoir ces grands cycles économiques et d'avoir des actes de gestion qui sont en fonction de ça. Donc là, ce sera la même chose, mais chacune de ces sous-poches sera en fait augmentée ou diminuée en fonction des opportunités qu'on verra. Mais au-delà de ce simple, je dirais, niveau de gestion des risques, il y a aussi le fait que certains de ces sous-ingrédients, et notamment la partie action avec certains éléments de la partie obligataire, eh bien, là aussi, comme en cuisine, comme dans une recette, eh bien, va y avoir une espèce de réaction chimique, comme il y a les exhausteurs de goût ou des émulsions, qui font qu'en fait, le comportement combiné de ces différentes briques sera de meilleure qualité pour l'épargnant que quand elles sont séparées. Voilà, c'est ça exactement. D'une certaine façon, la somme des parties, l'ensemble est supérieur à la somme des parties. Voilà. Ok. Tu as parlé juste, est-ce qu'on peut revenir sur, tu parlais de maturité plus courte, on est très nombreux, en tout cas les participants sont très nombreux ce soir, peut-être revenir sur ce que c'est la maturité pour les obligations. Tout à fait. La maturité, en fait, c'est la date à laquelle l'obligation est censée être remboursée, parce que les obligations, alors c'est vrai que le terme peut faire barbare ou on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais en fait c'est très simple. C'est comme un prêt qui a un taux d'intérêt qu'on va appeler le coupon et qui a une maturité qui est la date à laquelle l'entreprise est censée rembourser ce prêt. Donc la réflexion ou la compréhension d'une maturité plus courte, donc d'une échéance plus courte, c'est qu'on va prendre moins de risques finalement. Voilà, tout à fait. Parce qu'on est sur un temps plus court. C'est ça, exactement. C'est que l'intérêt justement de cette segmentation de l'univers des obligations, c'est que le niveau de risque est différent, évidemment, selon que on s'engage à très longtemps ou on s'engage à des remboursements plus rapides et donc pour lequel l'investisseur finalement, l'épargnant a un retour plus rapide sur son investissement. Voilà. Ok, donc on a parlé des actions,
On a également évoqué les obligations à rendement intermédiaire. On voit aussi, et vous le voyez également à l'écran, des obligations proposées par les États, si tu l'as dit. Tout à fait. Alors, un point justement qui est aussi intéressant dans la manière dont les choses vont être faites, c'est que comme l'idée en fait de ce fonds Rosetta, c'est quand même que ça devienne le fonds, je dirais, leader de la gamme Quorum. Donc c'est un peu le fonds dans lequel on va mettre ce qu'il y a de mieux entre guillemets dans notre gamme. Donc il y a côté SCPI évidemment, Alexis en parlera, mais Quorum Origin qui est la SCPI historique. Et côté obligataire, on va aussi mettre certains de nos fonds les meilleurs, donc dont Quorum Butler European High Yield pour la partie au rendement. C'est toi qui le dis que ce sont les meilleurs? Alors, pas que, voilà, mais disons que dans les classements, voilà, c'est ça, tout à fait, exactement. Disons que c'est un fonds qui, en effet, est parmi les meilleurs en Europe, qui a 5 étoiles chez Morningstar, 5 étoiles chez Cantalis. C'est quoi? C'est un guide Michelin? C'est exactement, voilà, c'est un guide Michelin des supports d'investissement. Okay. Alors qui est ensuite classé par catégorie, parce qu'on ne peut pas comparer un fonds justement obligataire avec un fonds action ou avec un fonds crypto-monnaie, disons. Okay. Donc c'est par catégorie et ensuite c'est classé et le plus on est haut dans la catégorie, le plus d'étoiles on a et en l'occurrence 5 étoiles c'est le maximum. Voilà. Okay. Donc on aura à la fois dans ces briques obligataires les fonds maison, donc le meilleur de la gamme, et aussi des investissements directs quelque part. On va sélectionner dans l'univers dans lequel on intervient les meilleurs titres pour magnifier encore plus la performance de Quorum Rosetta. Okay. Voilà l'objectif. Quand tu parles de sélection de titres, parce que juste pour que ça soit bien clair pour tous les participants, ici on est encore sur la partie obligation. Tout à fait. D'accord. Parce que voilà, comme on va parler d'actions et on a commencé à en parler, mais je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. La sélection de titres, c'est obligation de l'État français ou de l'État allemand, je ne sais pas. Pour la partie obligataire, ce sera une combinaison d'investissement dans des fonds maison et d'investissement en direct dans des titres. Ok, voilà. Très bien. Et du coup, parfaite transition pour la partie action justement, parce que justement sur cette partie-là, l'objectif n'est pas d'aller sélectionner une entreprise ou deux entreprises. Tout à fait. C'est une autre façon de voir les choses. Exactement. Alors comme Alexis l'a dit et comme tu l'avais dit précédemment Baptiste, c'est vrai que chez Quorum, on a tendance à faire les choses un peu de notre façon, en tout cas comme on dit aussi, pas toujours comme tout le monde. Et la plupart des gens qui se font des investissements sur les actions, c'est vrai, le font par le biais de la sélection de titres. Voilà. Le problème, c'est que... Donc la sélection de titres, c'est on confie son épargne à un gérant qui va choisir l'action totale ou l'action LVMH. Exactement, voilà, qui va se demander s'il mieux vaut investir dans Total ou dans LVMH. Nous, on a vraiment choisi de ne pas faire ça. D'abord parce que c'est très difficile et il y a des chiffres qui sont assez durs justement. Tu veux nous partager une statistique, Olivier, je le sais. Voilà, oui, non, c'est ça, c'est qu'il y a plus de 90% des gens qui font ce métier de gérer des fonds, voilà, en fait, n'arrivent pas à surperformer leur indice, donc n'arrivent pas quelque part à remplir leur contrat par ce simple biais de sélection de fonds. En plus, ça demande... Donc, quand tu dis battre leur indice, c'est l'évolution moyenne finalement du marché auquel le CAC 40 par exemple, et on prendra d'autres exemples. Exactement. Donc, parce que c'est très difficile, et qu'en plus ça ne correspond pas forcément à notre cœur de compétences, puisque, comme je l'ai dit, le cœur du processus de gestion obligataire immobilière, ça a d'abord été de commencer par la compréhension des grands cycles. Et donc ça, on est quand même très éloigné, surtout dans le marché action, de l'analyse très fine de chacune des sociétés qui peuvent constituer l'Eurostoxx 600 ou le S&P 500 ou ce genre de choses. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est vraiment plutôt d'essayer d'avoir cette exposition aux actions à travers des indices en fait, qui soient le plus large possible, qui soient le moins biaisés possible en matière de secteur, en matière de géographie. Et donc ça va être par exemple, comme je l'ai indiqué, en fait on va faire plutôt des ETF ou des choses qui sont un peu plus réservées aux acteurs institutionnels, comme par exemple des futurs, qui vont reproduire les grands marchés actions mondiaux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Parce que un des points aussi qu'on ne fera pas, on n'a pas vocation à faire des marchés émergents, par exemple. Donc c'est vraiment l'investissement en actions sera déployé
sur des indices européens et des indices nord-américains. Ok, alors tu l'as dit peut-être avec humilité, c'est pas parce que c'est difficile la sélection de titres, c'est parce que tu penses que vous pouvez aller chercher de la performance et plus de performance en allant chercher pour la partie action des produits finalement qui vont reproduire la performance de ces indices. Tout à fait. En fait, ça correspond mieux à notre savoir-faire, pour dire Okay. la chose simplement. C'est que on a plus de chances d'arriver à nos objectifs par ce biais, parce que c'est ce qu'on sait faire le mieux. On l'a prouvé, que ce soit pour la gestion en obligation ou pour la gestion immobilière. Donc là, c'est juste une extension en fait de ce savoir-faire un peu historique. Ok, très bien. Merci, merci Olivier. Sur la partie peut-être immobilière, Alexis, quelques mots. Quorum Origine va représenter 20% à l'intérieur de cette proposition, de cette formule. Pourquoi Quorum Origine? Et puis quelques mots peut-être sur Quorum Origine. Oui, alors effectivement, ça sera le socle immobilier de la formule Rosetta. Il y aura 20% de Quorum Origine qui vont constituer vraiment le premier pilier de la proposition Rosetta. Quorum Origine, pour certains d'entre vous, vous la connaissez, vous la suivez, vous êtes client depuis le début. C'est la SCPI historique que l'on gère, qui a aujourd'hui plus de 3 milliards de patrimoine immobilier et qui est ultra diversifiée. C'est sa stratégie. Elle combine finalement deux objectifs, c'est la diversification et l'opportunisme. Et ça illustre la volonté de Rosetta finalement d'avoir ou de répliquer cet opportunisme et cette diversification aussi bien sur la partie obligataire que sur la partie action. Donc vraiment, Quorum Origine est le premier pilier, performance, diversification et stabilité dans le temps. Donc c'est pour ça que j'insiste sur un peu le socle de ce profil Rosetta avant d'aller sur la partie financière avec les obligations et aussi les actions. Et oui, tu fais bien de parler de stabilité quand on parle de Quorum Origine, qui a un objectif de performance de 6%, oui. Objectif qu'elle a tenu depuis sa création, donc depuis 2012. Et nous ne sommes qu'en octobre, mais on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises d'ici la fin de l'année pour Quorum Origine. Donc c'est vraiment la stabilité qu'on va chercher avec cette SCPI. On en parlera peut-être après, mais c'est cette stabilité qui va effectivement permettre de pouvoir s'avancer sur un objectif de performance du profil, de la formule Rosetta. Merci, merci Alexis. Pardon. Olivier, on va retrouver ici un bon panel de placements financiers avec différents niveaux de risque et on voit où se situe Rosetta. Est-ce que tu veux commenter cette diapositive peut-être? Oui, tout à fait. Alors, parce qu'elle est assez intéressante parce qu'elle illustre ce à quoi on souhaite arriver. C'est-à-dire, l'objectif vraiment fondamental de Rosetta, c'est d'introduire justement ce marché action, et donc par ce biais de viser une espérance de gain supérieure à ce qu'on trouve dans les autres fonds. En revanche, on ne souhaite pas que cette introduction justement du marché action se traduise aussi par une augmentation très sensible du niveau de risque. Donc c'est par cette association des actions avec la gamme obligataire et avec la gamme immobilière qu'on espère et qu'on a l'ambition d'arriver à limiter le risque général. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y aura 25%, mettons, d'actions dans la formule Rosetta. Il y aura aussi 20% d'immobilier et 55% d'obligataires, en moyenne, disons. Eh bien, malgré tout, on arrivera à un profil de risque qui sera de niveau 3, c'est-à-dire assez éloigné de ce qu'on va trouver côté action, de meilleur aussi… pardon, juste quand tu dis de niveau 3, et on l'indique, mais c'est écrit peut-être en petit à l'écran, le niveau de risque va de 1 à 7, donc là on est en dessous de la moyenne. Tout à fait, exactement. On est vraiment sur un support à risque modéré. Voilà. Et c'est ça l'objectif, alors que c'est pareil, si on faisait simplement, je dirais, la somme des parties, en fait, on se retrouverait à un niveau probablement supérieur. Voilà. Ok, et donc là, ce qui est peut-être assez important de rappeler, le but ici, ce n'est pas de proposer quelque chose, une solution très exotique, mais qui va avoir un niveau de risque limité, mais être capable d'aller capter de la performance. Exactement. Ce que l'on faisait déjà sur l'immobilier et sur l'obligataire, là, on veut le faire avec Rosetta. Peut-être si on peut juste compléter un point, c'est ce que je cherchais à illustrer Olivier, il l'a très justement dit, mais c'est la complémentarité des trois. Et cette complémentarité, on en a pu constater sur les 2 dernières années. On voit que les actions, les obligations immobilières n'ont pas le même temps de réaction. Et donc, l'ensemble des trois dans une seule formule permet de réduire
assez significativement la volatilité. Et un passé récent l'a encore Ouais. illustré, comme tu le dis, entre la hausse des taux en 2022 qui a impacté C'est ça. directement Ouais, tout à fait. la gestion obligataire et ensuite qui a impacté l'immobilier Ouais. en 2023, en 2024. On voit que ça ne réagit pas de la même façon. Exactement. Et donc d'avoir cette complémentarité Ouais. devrait permettre d'équilibrer les fluctuations et aussi les performances. Justement, en parlant de performance, alors on va prendre un objectif de performance. Quelle hypothèse de performance espérer, Olivier, avec Rosetta? Bah alors, comme vous pourrez le voir, c'est que si vous allez sur le site internet de Quorum, on a donc un simulateur de performance et ce simulateur arrive à une performance à 8 ans de 5,8%. Et comment Comment on est arrivé à ça? Alors Comment justement, se fait alors, tu as bien raison de poser la question parce que ce qu'on a fait, c'est un peu différemment de ce qu'on fait usuellement. Là aussi, généralement, on regarde ce qu'aurait fait l'association de ces 3 classes d'actifs sur les 10 années précédentes. Mais là, comme on est du côté obligataire, eh bien, dans un monde qui est radicalement différent de celui qu'on a connu précédemment, on a plutôt souhaité partir de l'univers actuel et se projeter dans le futur. Quand tu dis, pardon, juste pour parler de l'histoire, du temps actuel, c'est qu'on a vécu globalement Voilà. pendant 10 ans à Avec- zéro, à à des zéro, taux à voire zéro, voire négatif, tout à négatifs, fait. et qu'on a retrouvé des niveaux Exactement, plus voilà. importants. Et Voilà. ça, je pense qu'on le voit tous dans notre Exactement. quotidien. Pour les prêts immobiliers, voilà, chacun l'a vu. Donc voilà, donc ça n'a pas, comme on a vraiment changé d'époque sur la partie obligataire, ça n'a pas grand intérêt de partir de ce qui s'était passé pendant ces 10 années de taux extrêmement bas. Et donc, on a plutôt choisi de se projeter dans le futur à partir de la base actuelle pour chacune des briques dont on parlait. Voilà. Et c'est ça qui donne 5,8%. Voilà, ce 5,8%, il est extrêmement précis. C'est pas Oui, 5, c'est pas 6, c'est pas 7. c'est le fruit des hypothèses qu'on a prises. Ensuite, Ok. c'est sûr que on peut largement ouvrir la perspective et dire qu'on se serait entre 5 et 7. Très bien. Où est-ce qu'on va retrouver Rosetta? Dans nos contrats d'assurance vie et dans notre PER et aussi dans notre contrat de capitalisation. En fait, il faut bien comprendre que la formule Rosetta, c'est une formule qu'on retrouve dans l'ensemble de la gamme Quorum Life de manière globale ou pour partie. C'est-à-dire que dans votre contrat d'assurance vie, vous pouvez tout à fait avoir Quorum Life Rosetta pour totalité ou l'avoir en complément d'un autre support. Je donne un exemple précis. Vous pouvez tout à fait investir une partie de votre épargne dans la formule Quorum Life Rosetta et avoir en complément, par exemple, la SCPI Quorum XL ou Quorum Orion, on n'en a pas parlé, ou par exemple BCO, qui est le fonds historique géré par Olivier et l'équipe obligataire, qui pourrait venir compléter Quorum Life Rosetta. C'est souvent une question qui est déjà revenue, je ne veux pas anticiper tes futurs points, Baptiste, mais c'est de savoir si Quorum Rosetta est finalement un nouveau contrat. Oui. Non, ce n'est pas un nouveau contrat, c'est une nouvelle formule. C'est une nouvelle solution Exactement. dans Quorum Life. Une nouvelle solution d'épargne. Et celle-ci, elle est applicable et on la retrouve dans l'assurance vie, dans les PER et dans les contrats de capitalisation. Ok, merci. Et on la retrouve dès maintenant. Enfin, ça a été, Oui. on l'a mis à disposition des épargnants à partir de début octobre, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai. Merci à tous les deux. On va passer à la session questions-réponses, si vous voulez bien. Alors, ça n'a pas été préparé, hein, je vous rassure, ce sont les questions que vous nous posez dans le fil de discussion ce soir. J'espère que vous vous reconnaîtrez. Pardon. Pascal F. nous demande, alors je me tourne peut-être vers toi, Olivier. Bonsoir, pourquoi investir dans des actions alors que le CAC 40 est au plus haut? C'est une bonne question, c'est vrai. Alors le problème de l'investissement dans les actions, c'est que soit on le fait jamais, soit on le fait tout le temps. C'est toujours difficile de vraiment parfaitement timer le marché. Timer le marché, alors là, oui, tout à fait. Excuse-moi. C'est difficile de toujours savoir exactement de quoi le futur sera fait. Voilà. Et donc de savoir. C'est ça, exactement. Et donc de savoir si le moment où on fait les choses, c'est le moment parfait. Nous, ce qu'on pense, c'est que on a une position un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'à la fois, oui, une partie significative des marchés actions sont pas loin de leur plus haut. En même temps, on pense aussi que les tendances qui les ont portées, où elles sont, et notamment tout ce qui tourne autour éventuellement de l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là dont on a du mal
complètement mesurer les conséquences, eh bien, ces tendances-là resteront à l'œuvre. Et donc, la conclusion de cette espèce de, je dirais, de contraste entre d'un côté un actif qui peut paraître un peu cher, mais de l'autre côté, une espèce de grande vague qui peut le porter, c'est que pour l'instant, Quand tu dis un actif, c'est une société qui est dans un secteur en particulier, exactement, qui est à la mode et comme toute mode, tire les prix vers le haut. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, on a décidé d'avoir une vue un peu intermédiaire. Donc, on a un positionnement qui est prudent au sein de la poche action, mais qu'on souhaite renforcer si jamais on se retrouvait face justement à une baisse sensible qui nous paraîtrait pas forcément justifiée. Donc mais voilà. sans dépasser, pardon, on l'a dit tout à l'heure, mais on peut le répéter, sans dépasser les 25%. Tout à fait, tout à fait. Ok. Voilà. Merci Olivier. Une question qui revient de temps en temps, en tout cas qui est revenue depuis le lancement officieux, on va dire. Pourquoi ne pas faire mon propre Quorum Life Rosetta? C'est-à-dire que Alexis, tu l'as dit, on peut faire son allocation soi-même, son menu, en tout cas sa gestion soi-même. On peut se dire, je mets un peu d'immobilier, je mets un peu d'obligataire et je mets également l'unité de compte, en tout cas le support Rosetta, indépendamment. Pourquoi on ne laisse pas faire ça? Alors déjà, on l'a un peu expliqué tout à l'heure, Quorum Rosetta, c'est une formule dans laquelle on retrouve l'immobilier et la partie financière. L'intérêt de cette formule, c'est cette compensation, notamment d'un point de vue risque, c'est-à-dire que la maîtrise de la volatilité, elle se fait grâce au savoir-faire de l'équipe et notamment d'Olivier sur où est-ce qu'on place le curseur dans l'environnement dans lequel on se trouve, l'environnement financier dans lequel on va se situer. Et ça, c'est sa vraie lecture, donc c'est assez compliqué quand on est épargnant pour le faire au bon moment. Et Olivier ne l'a pas évoqué, mais il y a des produits qui vont être utilisés, notamment pour la partie action, qui sont des produits réservés à des investisseurs professionnels. Donc, répliquer ce que pourrait être fait à travers Rosetta s'avère compliqué, voire très compliqué ou infaisable pour un épargnant comme nous le sommes. On va rester sur la composition. On a Jean-Louis qui nous dit par rapport à d'autres assurances-vie, donc par rapport à d'autres contrats d'assurance-vie, les frais d'entrée, on l'a dit, et les frais de gestion ne sont-ils pas élevés? Alors, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai expliqué la décomposition des frais, la volonté, c'est la transparence. C'est d'expliquer finalement quelle est la rémunération de la société pour gérer l'épargne que vous lui confiez. Et on préfère afficher très clairement ce que ça va vous coûter. Dans un contrat d'assurance vie standard, vous allez avoir éventuellement des frais de souscription, vous allez avoir des frais de gestion, du support, c'est-à-dire de l'unité de compte, c'est comme ça que ça s'appelle dans le contrat d'assurance vie, mais vous allez aussi avoir des frais de gestion du contrat, c'est-à-dire que l'assureur, pour gérer l'épargne à travers cette enveloppe, assurance vie, PER ou contrat de capitalisation, prend généralement des frais annuels compris entre 0,8 et 1% de l'épargne que vous lui confiez. Donc c'est des frais qui viennent s'ajouter. Donc si on regarde sur un horizon de détention moyen d'une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'à l'assureur, vous allez payer à peu près une dizaine de pourcents, en plus des autres frais. Avec Quorum Life, effectivement, vous avez des frais de souscription que vous connaissez, on les a marqués tout à l'heure, c'est 6,20%. Il y a des frais de gestion qui sont de 1,5%, mais vous n'avez pas quasiment 1% de frais en plus tous les ans. Donc quelque part, si on peut le mettre en parallèle, vous payez 6,20% de frais avec la formule Quorum Life Rosetta, quand dans le cas d'un assureur classique, il y aurait peut-être des frais de souscription qui peuvent aller jusqu'à 5%, et en plus, quasiment 1% de frais par an, donc on est à 6 versus une quinzaine de pourcents, donc 2 fois moins. C'est aussi, dans la mesure où on parle d'assurance vie notamment, c'est pour que tout le monde ait en tête que c'est un placement long terme et je pense qu'on ne va pas faire de la performance sur le court terme chez Quorum l'épargne. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est le temps long, les obligations, c'est plutôt moyen long et les actions, compte tenu des grands cycles, et peut-être qu'Olivier, tu pourras nous en dire encore quelques mots, mais on n'est pas là pour faire un aller-retour sur quelques jours ou sur la journée. Et ce qui est important pour terminer sur les frais, mais c'est vraiment au-delà des frais, c'est l'ADN de Quorum. Olivier l'évoquait tout à l'heure, c'est cette volonté de transparence et finalement, c'est un peu un engagement moral qu'on a avec nos épargnants, de dire on est ensemble pour un temps moyen ou long, mais on vous donne finalement les conditions ou les termes du contrat dès le départ, et assez clairement.
Merci. On avait reçu une question en préparant justement ce webinaire, en vous adressant les invitations. On avait des questions en retour. Olivier, est-ce que vous êtes légitime pour intervenir sur l'univers des actions? C'est quelque chose qu'on a pu entendre. On a parlé d'immobilier, on a parlé d'obligataire. Avec Alexis, vous êtes revenu sur ces deux expertises. Mais est-ce que vous êtes légitime? Bah écoute, on pense que vous, oui. c'est toi et l'équipe. Le groupe Quorum. Oui, parce que comme je l'ai un peu indiqué tout à l'heure, vraiment le processus d'investissement du groupe, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'obligataire, passe toujours par une analyse fine des grands cycles économiques, des grands cycles d'investissement. Et c'est exactement ce qu'on va faire sur les actions. Donc de ce point de vue-là, la question, j'aurais été plus en mal de répondre si justement tu m'avais interrogé sur est-ce qu'il vaut mieux acheter Tesla ou LVMH. Voilà, là, je ne saurais pas répondre à cette question. En revanche, pour ce qui est du pilotage du risque au sein de ces trois solutions d'investissement, eh bien oui, je pense qu'on a tout à fait la légitimité pour le faire et ça se voit dans nos états de service historiques sur chacun de nos classes d'actifs précédentes. Ok, merci. Une autre question, je vais y répondre. Quel est le montant minimum du versement initial à investir et quel est le montant minimum pour les versements programmés mensuels? Donc c'est 50 € pour les deux questions. Donc pour la souscription, vous pouvez souscrire à partir de 50 € et mettre en place des versements programmés à partir de 50 € mensuels également. On a une question de Yannick F. L'épargnant doit donc avoir un profil acceptant un niveau de risque maximum dès le départ. Alors, on l'a vu tout à l'heure, le profil de risque, il se situe sur l'échelle de 3 par rapport au maximum qui est 7. Donc finalement, non. Un profil équilibré suffit. Parce que donc voilà, mais la réponse à la question, c'est non, il ne faut pas avoir un profil de risque maximum dès le départ. Parce que justement, la partie action sera peut-être plus sur la droite du graphique, mais le reste compensera. Et là, on revient à l'intérêt de le faire à travers une formule et de ne pas le faire de manière détachée, décomposée. Quelle fiscalité pour ce placement, Alexis? C'est la fiscalité de l'assurance vie. Donc là, on est dans l'assurance vie. Donc tant qu'on reste dans le contrat, effectivement, il n'y a pas de fiscalité. Merci, Alexis. Alors, une question qui est revenue à plusieurs reprises, mais ça veut dire qu'on n'a peut-être pas été assez clair et donc je la repose. Est-ce qu'on peut souscrire à la partie action indépendamment du reste et de prendre que les 10 à 25% dont Olivier parlait? Alors, la réponse est non. Ça, c'est impossible. Voilà, impossible. Et en revanche, est-ce qu'il y a des frais, Alexis, si on a par exemple le profil Quorum Life immobilier et qu'on veut passer à Rosetta parce qu'on se dit finalement ce que nous dit Olivier, j'y adhère ou ça me paraît assez cohérent ou en tout cas pertinent. Est-ce que je peux passer de ce profil-là à Rosetta sans frais ou est-ce que je vais passer par la case frais? Non, il y a des frais et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a une analyse à faire avec votre conseiller. Si vous décidez de déplacer votre épargne déjà investie dans votre contrat, il faut regarder sur quel support elle est investie, dans quelle formule elle peut être investie avant de décider de la déplacer vers Quorum Rosetta. Parce que est-ce que c'est pertinent d'avoir peut-être supporté des frais il y a quelques mois pour Quorum Life Immobilier et de le déplacer vers Quorum Rosetta? J'ai la réponse, si c'est il y a quelques mois, j'ai plutôt tendance à dire non parce que il faut quand même un temps suffisamment long pour amortir les frais de souscription avant de réaliser des arbitrages, comme on appelle ça dans le monde de l'assurance vie. Alors, il y a une autre question qui n'est pas en lien direct avec le produit, je pense, mais plus avec Quorum Life. C'est quel intérêt après 70 ans? Alors, si on parle de l'assurance vie, d'ailleurs, parce que tu as parlé du PER et des contrats de capitalisation, mais quel intérêt après 70 ans? Il y a notamment déjà d'accéder à Quorum Life Rosetta parce qu'on ne la retrouve que dans l'assurance vie, enfin que dans notre gamme de produits d'assurance vie. Donc si on parle de l'assurance vie spécifiquement, ça reste intéressant d'y souscrire après 70 ans pour un aspect fiscal d'un point de vue impôt sur le revenu parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la performance, c'est-à-dire les intérêts générés par votre épargne, tant que vous ne l'appréhendez pas, elle n'est pas fiscalisée. Et il y a quand même, et là je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail ce soir, mais il y a quand même des avantages en termes de transmission, même si on a plus de 70 ans, à ouvrir un contrat d'assurance vie. Donc là, si on se pose la question, on peut à nouveau contacter notre équipe de conseillers qui se feront évidemment un plaisir de vous répondre.
Écoutez, merci, merci messieurs, merci à vous tous qui étiez derrière vos écrans. Vous pourrez revisionner ce webinaire. Il vous sera envoyé par Webikeo sur la plateforme sur laquelle vous êtes inscrite et nous vous l'adresserons également par email dans les prochains jours. Donc merci beaucoup et nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci. Merci. À très bientôt. Merci, Baptiste. Au revoir.